Bonjour à tous, on se retrouve pour un troisième portrait vert en compagnie de Bastien Baudussel. Je suis ravie de t'accueillir ici. Je te laisse te présenter en quelques mots ton métier, ce que tu as fait dans la vie, voilà. Bonjour à toutes et tous. Bastien Baudussel, donc j'ai été étudiant à Sciences Po à Rennes, alors pas sur le campus de Caen malheureusement, mais j'ai été étudiant sur le campus de Rennes de 2014 à 2019. Et voilà, pour un peu donner l'idée des concours qui existent, je vais les citer. J'ai été tout d'abord inspecteur des finances publiques pendant un peu moins de 2 ans. Et puis j'ai obtenu le concours de cadre de direction de la Banque de France. Et dorénavant, je suis détaché à la Banque Centrale Européenne, donc toujours en tant que membre de la Banque de France, sur une mission qui est la supervision des risques climatiques et environnementaux des grandes banques du mécanisme de supervision unique. J'ai déjà mis quelques mots-clés pour les questions. Tu as parlé de la Banque Centrale Européenne et ça va être le premier point qu'on va un peu aborder. Déjà, est-ce que tu peux réexpliquer le rôle en général de la Banque Centrale Européenne et définir son rôle au niveau climatique? Pour définir le rôle de la Banque Centrale Européenne et plus largement d'une banque centrale, j'aime bien reprendre la trilogie de la Banque de France, qui est les 3 S. La stratégie monétaire, donc mener la politique monétaire, définir ce que vous voyez sans doute dans les médias toutes les 6 semaines, définir les taux d'intérêt directeurs, s'il y en a 3, il n'y en a pas qu'un, la supervision financière, donc superviser les institutions financières, les banques, les sociétés de financement, les établissements de paiement, et puis tout ce qui est service à l'économie, donc tous les services de statistiques. Et si on revient sur la Banque de France, il y a aussi toute la gestion médiateur du crédit, droit au compte, dont on entend parler certaines fois, notamment au moment des élections présidentielles, lorsque des partis politiques ne trouvent pas de banque pour les accueillir. Ça arrive souvent, notamment au Rassemblement national ces dernières années. Et puis également les missions de médiateur du crédit et de surendettement. Sur le volet climatique, Pardon, c'est vrai. Est-ce que la Banque de France ou la Banque Centrale Européenne ont un rôle concret? Pardon, c'est vrai, j'ai oublié la deuxième partie de la question. Donc la Banque Centrale Européenne intervient à partir d'un mandat qui est donné par les traités de l'Union européenne. Et dans le cadre de ce mandat, que sont tout d'abord veiller à la stabilité des prix et deuxièmement accompagner les politiques économiques mises en œuvre dans l'Union européenne, elle a intégré les risques climatiques et environnementaux dans son travail au jour le jour, que ce soit dans la supervision financière, dans la stratégie monétaire et dans les services à l'économie. C'est aussi ce qu'a fait la Banque de France. Et tu anticipes encore des questions, puisque j'allais rappeler que oui, les traités européens, ils affirment que la Banque Centrale Européenne, elle a pour objectif de conserver la stabilité des prix avant tout. Et depuis peu, les traités consacrent la nécessité aussi de lutter contre le changement climatique. Et comment concilier cet objectif de stabilité des prix et cette lutte contre le changement climatique, ce qui représente un défi très large sur le plan économique. Et est-ce qu'il existe des outils concrets, comme tu as pu citer la supervision, ou détailler ce que tu peux faire dans cette institution? Alors, bon, tout d'abord, la Banque Centrale Européenne reconnaît depuis la revue stratégique 2021 que les risques climatiques et environnementaux ont un impact sur l'environnement macroéconomique et sur la stabilité des prix. Je renvoie à, notamment, j'ai vu passer dernièrement dans la presse, alors on est au Maroc, on n'est pas dans l'Union européenne, mais la décision du roi marocain, en tout cas la suggestion qu'il a fait à ses concitoyens de ne pas tuer le mouton pour l'Aïd, puisque du fait de la sécheresse depuis quelques années au Maroc, le cheptel a diminué d'environ 40%. C'est un article du Monde, ce sont des chiffres du Monde, je crois que c'est 38 de mémoire, et le prix, lui, a nettement augmenté. Donc on arrive sur un prix au kilo qui est presque, entre guillemets, un prix qu'on pourrait voir dans l'Union européenne, 10-12 euros le kilo de mouton, alors que le salaire moyen est à 290 euros. Et là, très concrètement, on voit très clairement les canaux de transmission, la sécheresse, donc un impact sur le cheptel de mouton et donc une augmentation des prix.
Donc très clairement, la Banque centrale reconnaît l'importance des risques climatiques et environnementaux dans ses politiques. Ce qu'elle a fait en matière de politique monétaire, c'est de prendre en compte, par exemple, les obligations liées au développement durable dans le cadre de sa politique monétaire, donc de les accepter à ce qu'on appelle, pardon, ça va être un peu technique, mais en collatéral, c'est-à-dire quand vous faites une opération de politique monétaire que une banque a besoin de liquidité, la Banque centrale, donc les banques centrales nationales, ne donnent pas à la banque de la liquidité, entre guillemets, en blanc. Elles vont, en contrepartie, accepter un titre en collatéral qu'elles prennent en pension. Voilà, comme ça, si la contrepartie ne rembourse pas, au moins elles ont le titre. Voilà l'idée. Et donc, dans ces titres en pension, il est aujourd'hui accepté des obligations liées au développement durable, qui sont des obligations dont le rendement évolue en fonction d'objectifs du développement durable. Par exemple, dans la grande distribution, ça pourrait être lutter contre le gaspillage alimentaire. En matière de supervision des établissements de crédit, la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales, puisque le superviseur français, qui est l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution rattachée à la Banque de France, ont publié des guides de bonnes pratiques, des attentes de supervision et mènent des travaux de supervision pour inciter très fortement les banques à prendre en compte les risques climatiques et environnementaux. Et est-ce qu'on a déjà des exemples de résultats concrets de cette supervision sur les banques? C'est toujours très compliqué, puisqu'en matière de supervision bancaire, par essence, j'ai envie de dire que le résultat est l'absence de résultat. C'est-à-dire qu'en matière de supervision bancaire, on parle de la supervision bancaire lorsqu'il y a un problème. Ce qu'on remarque ces dernières années, encore une fois, j'engage que mon propos, mais ce qu'on remarque, c'est que les dernières crises bancaires, et je touche du bois, il y en a beaucoup ici, tant mieux, n'ont pas concerné de banques de l'Union européenne. On a beaucoup parlé l'année dernière de Silicon Valley Bank, qui est une banque américaine. On a parlé de Crédit Suisse, qui est une banque suisse. Ces crises ne concernaient pas, n'ont pas eu comme vecteur premier les risques climatiques et environnementaux, mais en tous les cas, la solidité des banques européennes s'est renforcée, et la solidité en matière de prise en compte des risques climatiques et environnementaux, si l'on retient les propos du vice-président du conseil de surveillance prudentielle, la solidité s'est également renforcée. Tu travailles à la Banque de France en même temps de travailler à la Banque centrale européenne. Mmh. Et est-ce que tu remarques une différence de traitement des questions financières et qu'est-ce que tu peux en retenir de ces expériences différenciées? Alors, je vais parler pour la supervision, parce que l'aspect politique monétaire, je le connais moins. Ce qui est à noter en aspect supervision, c'est qu'on a un mécanisme de supervision unique. Mécanisme de supervision unique veut dire qu'il y a un superviseur commun à l'ensemble des banques européennes, qui est la Banque centrale européenne, qui supervise directement ou indirectement les banques et qui travaille via des équipes de coordination avec l'ensemble des banques centrales nationales. Donc, les méthodes de travail, les guidance, si je puis dire, pardon pour l'anglicisme, sont les mêmes entre la Banque centrale nationale et la Banque centrale européenne. En matière de politique monétaire, en 2 mots, vous dire que la politique monétaire est décidée à Francfort à partir des travaux faits par l'ensemble des banques centrales nationales, mais c'est le Conseil des gouverneurs qui, à Francfort, décide du niveau des taux d'intérêt, de la nécessité de remettre en place des politiques d'achat d'actifs, et la politique monétaire est concrètement menée par les banques centrales nationales. Comment est-ce que tu pourrais définir la supervision bancaire, puisque je suis assez neuve à cette notion et je pense que je ne suis pas la seule, en quelques mots? Non, merci pour la question. C'est assez compliqué, même pour moi. Non, la supervision bancaire, en 2 mots, c'est garantir la confiance dans le système financier, bancaire et financier. C'est faire en sorte que l'ensemble des citoyens ait confiance dans la monnaie. Vous le savez tous pour ceux qui ont fait des cours d'économie, la monnaie, on parle certaines fois de monnaie fiduciaire, et dans fiduciaire, il y a la racine latine fiducia, qui veut dire confiance. Et donc pour cela, c'est de s'assurer que les banques mettent en œuvre un ensemble de mesures qui ont été décidées, principalement, en tout cas il y a eu un vrai game changer, après la crise de 2008. Après la crise de 2008, il y a eu des nouvelles régulations mises en œuvre,
à Bâle, donc on parle des accords de Bâle, et qui ensuite sont, alors là le mot est pas le bon, mais sont transposés dans le droit communautaire, dans le droit européen, par le biais d'un règlement, d'une directive avec des règles. Et ensuite, on a également d'autres règles qui viennent se mettre en œuvre en matière de risque de crédit. Donc faire en sorte que quand une banque octroie un crédit, elle sache à qui elle l'octroie, elle s'assure des risques qu'elle prend. Il peut aussi y avoir, et c'est un risque très important, de liquidité. Donc faire en sorte que quand vous voulez des pièces, enfin surtout des billets, la banque en ait. Si vous voulez retirer l'ensemble de votre argent de la banque, elle puisse vous donner votre argent. Donc voilà, il y a un ensemble de ratios à respecter, et nous on s'assure qu'ils le sont, d'une part, donc les ratios, et d'autre part que l'ensemble des politiques de risque sont mises en œuvre pour que ces ratios soient toujours respectés. C'est d'ailleurs un sujet assez particulier. Et comment est-ce que tu t'es dirigé vers la supervision bancaire ou en général dans le monde de la finance? Non, effectivement, alors c'est pas, j'admets que c'est pas le métier le plus sexy du monde. Finalement, je me suis dirigé un peu par hasard. C'est la joie des concours administratifs au sens large. La Banque de France n'étant, enfin, les salariés de la Banque de France n'étant pas fonctionnaires, mais la Banque de France étant un service public. Ça a été dit à de multiples reprises par le Conseil d'État. Et donc, quand vous réussissez un concours du service public, vous êtes affecté dans un poste, et je me suis retrouvé affecté en contrôle bancaire, et on embrasse la matière. Parce qu'il y a un coût d'entrée effectivement assez important, mais ensuite c'est passionnant. On est un peu sur la finance en général et j'aimerais bien un peu plus orienter sur les questions environnementales. Du coup, en quoi le financement peut-il être un enjeu essentiel de la transition écologique, puisqu'on le lit souvent et surtout depuis que la dette dans l'opinion publique prend encore plus de place, en quoi les outils financiers peuvent devenir l'allié de cette transition? Bah alors, tout d'abord, rappeler que le financement, c'est ce qui a fait achoper, ou au moins c'est ce qui a empêché d'avoir des accords ambitieux sur les 3 principales COP qui ont eu lieu l'année dernière. La COP climat, la COP biodiversité et la COP désertification. Et ensuite, alors certes, le débat sur la dette publique est un débat qu'on retrouve beaucoup en France, mais même au niveau mondial, on a un vrai enjeu de financement. Pour les chiffres que j'avais retrouvés dans le rapport sur les écarts de financement de l'ONU, c'est 387 milliards d'euros par an pour l'adaptation au changement climatique, donc qui est qu'une partie et pas l'atténuation, donc pour l'adaptation d'ici 2030. Et les financements, eux, sont 10 fois inférieurs. Donc il va falloir plus de financement. Alors, comment on fait? Vaste question, et là encore, je n'engage que moi, ce sont des réflexions personnelles. Tout d'abord, il y a peut-être un enjeu de réorienter une partie des financements. On sait que selon les chiffres de la Banque mondiale, plus de 500 milliards d'euros de subventions de fonds publics sont néfastes à l'environnement. Ce sont des aides, par exemple, comme on avait en France, sur le pétrole pour certaines activités qui étaient subventionnées. On peut avoir aussi donc toute cette dimension de fonds, c'est-à-dire ces fonds qui ont un effet multiplicateur, où j'investis et finalement j'ai mis mon skin in the game, comme disent les Anglais, mais le privé doit mettre 9. Donc finalement, 1 égale 10 de financement. Et ça, les banques publiques d'investissement savent très bien le faire. J'ai vu que la Commission européenne avait publié il y a quelques jours sur la banque industrielle de la décarbonation. C'est totalement l'idée. Et enfin, dans le monde financier, il y a les obligations vertes qui se développent, les green bonds, dont le marché était de 2 milliards d'euros en 2013 et à peu près de 1 000 milliards aujourd'hui, mais est sans commune mesure avec le marché des obligations. Il y a les obligations également liées au développement durable. Donc il y a tout un marché qui se développe. On comprend que le financement peut donc être un frein, mais parfois aussi l'allié de cette transition. Est-ce que, à terme, on peut imaginer se réconcilier le monde de la finance avec le monde de l'écologie? Question très ambitieuse. Oui, là je vais encore exprimer
que ma parole, mais le monde de la finance ou plus globalement, le monde de l'économie, enfin, pour moi, votre question, elle renvoie un grand débat, mais là, on va être très high level sur green growth ou degrowth. So, peut-on croître vert? Bon, je deviens de plus en plus convaincu que ce n'est pas possible. Et là, encore une fois, c'est ma parole personnelle. J'ai eu la chance de rencontrer dans une conférence Timothée Parric la semaine dernière, donc un chercheur à l'université de Lausanne qui a fait sa thèse entre Clermont-Ferrand et la Suède sur les idées de décroissance. Et effectivement, il montre ce qu'on sait tous déjà, mais que le découplage global n'est pas possible. Certes, certains pays ont un découplage, certains parlent de découplage en matière de gaz à effet de serre, mais globalement au niveau mondial, depuis les années 90, les émissions de gaz à effet de serre augmentent. Et alors qu'on avait dépassé que 3 limites planétaires dans les années 90, aujourd'hui nous sommes à 6. Si on va plus sur une dimension environnementale et qu'on élargit un peu le scope en arrêtant de penser qu'au climat. Et donc, cela me fait dire que même une croissance plus verte n'est pas viable pour la planète et qu'il va falloir penser sans doute à un système de décroissance. J'aime bien la parole de Jean Covici, une décroissance organisée, c'est la sobriété, une décroissance que l'on n'organise pas, c'est la pauvreté. Donc comment on l'organise dans un monde où, si vous avez regardé le rapport de la Cour des comptes sur les retraites à horizon 2050, la Cour des comptes tape sur une productivité entre 0,7 et 1%. Donc on est toujours sur des trends de croissance. Qu'est-ce que ça donne une réforme des retraites à moins 2, moins 3% de croissance? Mais voilà, sur tous les tests de résistance que l'on fait, on pourrait essayer de se dire ça. Qu'est-ce que ça donne? Si vous écoutez beaucoup Jean-Marc Jancovici, c'est ce qu'il dit aussi, un business model pertinent avec le monde dans lequel on devrait être, c'est un business model à moins 5% par an. Voilà. Qu'est-ce que cela donne? Comment on paye les gens? Et nous, en matière de politique publique, c'est une vraie question, je n'ai pas du tout de réponse et je ne suis pas convaincu que certains aient beaucoup de réponses, mais j'aimerais bien qu'on commence à en discuter. Comment on garantit notre modèle social, qui est un peu notre particularité? On le voit de plus en plus avec ce qui se passe aux États-Unis. Je renvoie au tweet que j'ai adoré de Bernie Sanders qui dit que finalement le Danemark pourrait acheter la Californie et au moins ça leur donnerait accès au meilleur état social qui existe et à une protection sociale et à beaucoup plus de protection qu'aux États-Unis. Donc comment on garantit, où on permet à notre modèle européen de vivre dans un monde où la taille du gâteau va peut-être un peu diminuer. Je réfléchis en fait, parce que ça donne beaucoup à la réflexion ce que vous dites, ce que vous soulevez comme question. En fait, on a eu l'économie. Alors j'ai essayé de le vérifier, je l'ai jamais vérifié, mais j'ai jamais réussi à le retrouver. Mais ce qui a été dit, c'est que c'est Jean-Baptiste Say qui aurait écrit que de toute façon la nature était gratuite. Mais en tout cas, dans le cheminement économique, c'est assez clair depuis Adam Smith. Et finalement, dans l'anthropologie humaine, c'est aussi assez clair de se détacher de la nature. Et donc de faire, la nature, c'est un acquis. Et donc on travaille dessus. Et là, on est en train de se rendre compte, et tant mieux, sans doute un peu tard, que la nature n'est pas du tout un acquis. C'est ce sur quoi on base tout notre modèle, tout notre modèle économique, tout notre modèle social. Et donc oui, il faut absolument la réintégrer dans le système et se dire qu'elle a le droit d'être protégée. Et donc que cela nécessite sans doute que en tout cas, que notre modèle économique change. Merci beaucoup pour ces échanges autour de ces questions financières comme environnementales. Pour faire un pas de côté, je sais que vous faites part à une association de relations internationales pour les jeunes. Est-ce que vous voulez la présenter ou en parler un peu? Alors c'est l'association, c'est l'Institut Open Diplomacy, dont l'activité principale et matricielle est de recruter une petite dizaine de jeunes, ça dépend des années, donc de jeunes délégués pour alors
il ne représente pas la France, mais pour porter des propositions dans les sommets Youth 7 et Youth 20, donc en tant que délégué français. Donc ces sommets Youth 7 et Youth 20 étant des groupes d'engagement officiels du G7 et du G20, et pour aboutir in fine avec leurs homologues étrangers à un communiqué final qui lui sera lu par les chefs d'État et de gouvernement participant à ces sommets. D'accord, donc une opportunité assez intéressante pour les jeunes qui s'intéressent à toute forme de diplomatie. Alors on a fini les recrutements pour cette année, mais n'hésitez pas, ça se passe en janvier-février de tous les ans sur les canaux LinkedIn, Instagram, Twitter de Open Diplomacy, pour ne pas, connectez-vous pour ne pas louper la prochaine phase de recrutement. Et une dernière question qu'on essaie de poser à tous nos invités, un peu notre fil conducteur, une question large et personnelle. Par quels moyens, d'après vous, la révolution écologique peut-elle passer? Les désirs. Je vais peut-être pas être original, parce que l'université d'été des shifters l'année dernière était sur le désir. Moi, j'ai une formule que j'aime bien, que j'ai voulu inventer. C'était mieux vaut Saint-Malo que Sao Paulo. Et c'est l'exemple que je tire, c'est-à-dire que je vais prendre un exemple personnel. Je discutais avec des collègues et l'année dernière, ils me demandaient où j'allais en vacances. Bref, mon collègue allait 3 semaines en Colombie. Et moi, depuis que je suis à Francfort, je me dis que bon, je vais prendre le temps de visiter un peu l'Allemagne, un pays que je ne connais pas. Donc, je suis allé en Bavière, j'ai fait, Munich, Nuremberg, et il était presque désolé pour moi, quoi. Non, enfin, j'ai passé de très bonnes vacances. C'est pas parce que je suis pas parti à l'autre bout du monde. Donc c'est ça que je dis. Enfin, voilà, on peut passer d'aussi bons moments en allant au bord de la côte bretonne ou même normande. Je suis quand même ouvert d'esprit que d'aller de l'autre côté de la planète. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler, parce qu'il y a cette question en fait de désir si j'ai pas fait les 5 continents dans ma vie, j'ai pas réussi ma vie. Bon, voilà. Donc il y a tout cet aspect de désir à retravailler. Pareil sur la nouvelle technologie. C'est des choses bateaux que je vais vous dire, mais est-ce qu'il faut le dernier téléphone? Est-ce qu'il faut le dernier portable? Et donc voilà, il y a un monde qui nous incite à les avoir. Même moi qui connais les stratégies des marques et pas plus tard qu'il y a quelques temps, j'ai acheté une montre de course qui est pratiquement la dernière alors que j'aurais pu prendre celle d'avant. Bon, j'ai été pris par mes désirs. Mais donc je pense que ça passera par les désirs, par une autre représentation du monde. Oui, c'est une réelle révolution culturelle qui nous attend et qui passera par les désirs, c'est sûr. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce portrait vert un peu axé économie. J'espère que vous auriez compris et que ça vous a plu. À une prochaine fois pour un nouveau portrait vert.